Bonsoir à tous. Vous voyez tout mon bordel. Merci d'avoir patienté pour ce stream. Pour ceux qui suivent le Discord, on avait un peu de retard. C'est vrai que si tu suis pas le Discord, Anne, ça devait être un peu perturbant. Désolée d'avoir pas prévenu sur les autres réseaux, mais je sais pas, je pense que c'est un peu tannant aussi pour les gens de recevoir tous les jours des notifications sur le stream pour ceux qui suivent pas forcément Twitch. Ok, juste arranger ça. Je me suis vraiment connectée à la ZUB, j'ai même pas regardé comment était installé le setup. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon là que vous m'entendez bien. Ah, tu m'arranges bien, dis mal. Désolée pour la qualité de réseau, je sais que c'est parce que je mets mes streams en 1080p, mais en fait, je déteste altérer la qualité de mon contenu. Déjà qu'il a grave baissé. J'avais pas envie de... Ouh. Désolée pour le bruit. Bon. Du coup, pour ceux qui me suivent pas sur le Discord, j'ai voulu commencer le stream plus tard parce que je suis rentrée tard du taf en fait et j'avais juste envie de pouvoir me poser tranquille, pas courir et tout pour arriver à l'heure. Et bon, je me suis dit pour une fois, normalement ça sera pas comme ça les autres jours, quoique le jeudi je crois que je termine à 19h donc je vais terminer tard aussi. Ah non, c'est demain que je termine à 19h. Ah bah je vais speeder. On verra comment ça se passe. Je sais pas si t'as checké le lien Discord du coup Anne que j'ai mis dans la biographie. Sinon je te l'envoie direct là, comme ça c'est plus simple. Voilà. Dis-moi si ça fonctionne. Normalement ça fonctionne. J'ai essayé et tout, mais bon on sait jamais. Bonsoir d'ailleurs à ceux qui sont cachés dans l'ombre et qui nous font pas un petit coucou dans le chat. J'ai vu que Miss V a rejoint le Discord, donc je suppose que tu nous as rejoint, Anne. En tout cas, pour ceux qui ne nous suivent pas là-bas, n'hésitez pas, j'ai actualisé le lien enfin. D'ailleurs, je crois aussi que mon lien vers Instagram fonctionne pas, mais j'arrive plus du tout à modifier comment on appelle ça, le widget. Ça fonctionne jamais. Donc j'ai mis mon pseudo, c'est ode_Charlotte si jamais vous voulez aller voir ça. Par parenthèse fermée pour ma petite publicité. Pour ceux qui n'ont pas suivi les streams précédents, on stream tous les soirs pendant une semaine pour lire La mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui est au programme du bac, donc pour accompagner les élèves qui vont faire ce livre cette année, et aussi pour l'amour des classiques. Donc voilà, on a fait la moitié du livre déjà, on en est à la page 150. Toutes les lives sont en rediffusion si jamais ça vous intéresse. Coucou Camille, coucou Alex. Ah bah ça tombe bien que tu découvres, j'ai fait mon petit résumé pour introduire pour ceux qui connaissent pas. J'espère que tu vas kiffer le principe de ce stream. J'espère que c'est pas trop tard pour vous. D'ailleurs, je commence un peu plus tard que d'habitude, mais j'espère que c'est pas trop tard comme on est en semaine. Coucou Baofin, comment tu vas? Pour vous résumer vite fait où est-ce qu'on s'était arrêté. En gros, juste pour Alex. En gros, Adrien, c'est un personnage historique, donc qui va vraiment réellement exister. Et Marguerite Yourcenar se propose de faire un roman à inspiration biographique qui se compose de manière d'une lettre, sur la forme d'une lettre. Dans le tout début, en fait, on comprend qu'il écrit à son successeur, apparemment, ou son fils, j'ai pas trop compris. Quoique ça peut être aussi les deux. Et ça part vite vers un mémoire complet sur laquelle il revient sur les épisodes marquants de sa vie, puisque quand on commence le récit, il est aux prémices de sa mort. C'est un peu un paroxysme, mais bon, vous comprenez l'idée. Oh, oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi les streams ne s'affichent... Heureusement que vous êtes là, je suis pas très réactive aujourd'hui. Pourquoi le chat ne s'affiche pas? Pourtant, il est là. Hein. Bon, ça refonctionne. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Les aléas du direct. En tout cas, ça fonctionne. Moi, j'ai viens de faire un test, mais dites-moi si vous voyez les messages de votre côté. Si, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce que j'avoue que j'ai lancé le stream sans rien regarder.
Ah ok super, c'est bon, ça refonctionne. Donc ce fameux Adrien nous raconte sa vie, nous raconte ses mémoires en tant qu'homme, puis en tant que, empereur, puisqu'il a été empereur à Rome, et aussi sur à peu près une grande partie de la région, puisqu'à l'époque le territoire ne se basait pas uniquement sur un pays. Et on s'était arrêté au moment en fait où il nous racontait ses premières parties de la première partie de son règne en tant qu'empereur, qu'il a essayé de construire de manière assez équitable, de manière assez bienveillante, etc. Ça se compose en plusieurs types. Il parle de la manière dont il a géré l'agriculture, les paysages, le rapport aux lois, le rapport aux mœurs, etc. Ce qui se décompose finalement en trois grands axes, juridiquement, moralement et le troisième, je crois que c'est les muses, donc le fantasme, etc. Donc c'est assez facile de rentrer dans le texte parce qu'il n'y a pas forcément d'intrigue propre. Mais si vous aimez le style de l'écriture de Yourcenar, je pense que ça pourra vous faire un super bruit de fond pour vos activités du soir. Ou bien juste pour dormir, c'est super cool aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup ça. Coucou Fanny Greux. Débarre ce pseudo, Fanny Greux. Comment tu vas? Je crois que j'ai raté. Ah bah c'est cool que tu sois juste là au bon moment, bah au fin. C'est cool, c'est cool. Je vois qu'il y a des couches tard ce soir, puisqu'il y a des nouvelles têtes. Fanny Gros, je sais pas si on t'a déjà vu sur le stream, je suis pas sûre, mais après j'ai pas la mémoire des pseudos. J'ai la mémoire de rien en fait, soyons honnêtes. Il est... Ah, ça fait déjà 14 minutes que je parle. Et Dieu, qu'est-ce que je parle? Coucou 64 Lys. Ok, bah alors, dans 5, 4, bah, les 2-3 minutes, on va commencer le stream, le temps que tout le monde soit bien posé, etc. Ce soir, il n'y a pas de boisson particulière, j'avais vraiment envie de faire ça à la cool. Plus de gingembre, plus de boisson mata, je sais pas quoi. Là, on boit du Perrier, la base, retour aux sources. J'en avais marre de boire des trucs chelous. Coucou Louis Verne. Ah, c'est cool, on est nombreux ce soir, ça fait plaisir. J'ai mis aussi un objectif de follower. C'est la première fois que j'utilise le widget objectif. Je sais pas trop si ça va avoir un impact sur le stream, mais bon, j'essaye les trucs, j'essaye les accessoires de Twitch, ça m'amuse d'essayer des choses. Hier, j'ai essayé les prédictions. Voilà, je me lance des tentatives. Non, pas ce soir. Pas ce soir. En plus, de manière générale, je suis pas très soda, donc je le fais vraiment pour le fun, mais j'avoue, j'ai envie d'un truc tranquille. Peut-être que demain, on fera une dégustation de thé, pour changer. Bon allez on commence. Pour ceux qui pour ceux qui auraient peut-être le livre à la maison, on en est à la page 150. Moi je suis aux éditions Folio, mais si vous êtes dans une autre édition, on est dans la partie Tellus Stabilita, parce que le livre se décompose en parties, et je crois que c'est peut-être le 5e chapitre, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises. Je prendrai le temps de répondre à tout le monde pendant le chat, hein, pour ceux qui débarquent. Juste, je fais des pauses à certains moments pour pas couper la lecture tout en vous répondant. C'est tout un challenge pour moi, mais ça sera assez fluide et kiffant pour vous, je l'espère en tout cas. Sur ce, on va commencer tout de suite. En Germanie, des fortifications ou des camps à rénover ou à construire, des routes à frayer ou à remettre en état, me retinrent près d'une année. De nouveaux bastions, érigés sur un parcours de 70 lieues, renforcèrent le long du Rhin nos frontières. Ces pays de vignes et de rivières bouillonnantes ne m'offraient rien d'imprévu. J'y retrouvais les traces du jeune tribun qui porta à Trajan la nouvelle de son avènement. Je retrouvais aussi par-delà notre dernier fort fait de rondins coupés aux sapinières, le même horizon monotone et noir, le même monde qui nous est fermé depuis la pointe imprudente qui poussait à les légions d'Auguste, l'océan d'arbres, la réserve d'hommes blancs et blonds. Donc vous voyez, à la base il est empereur à Rome, mais finalement ça s'étend beaucoup plus que ça. La tâche de réorganisation finie, je descendis jusqu'à l'embouchure du Rhin le long des plaines belges et bataves. Des dunes désolées composaient un paysage septentrional coupé d'herbes sifflantes. Les maisons du port de Noviomogus, construites sur pilotis, s'accotaient aux navires amarrés à leur seuil. Des oiseaux de mer juchaient sur les toits. J'aimais ces lieux tristes qui semblaient hideux à mes aides de camp, ce ciel brouillé, ces fleuves boueux creusant une terre informe et sans flamme, dont aucun dieu n'a modelé le limon. Une barque à fond presque plat me transporta dans l'île de Bretagne. Le vent nous rejeta plusieurs fois de suite vers la côte que nous avions quittée. Cette traversée contrariée m'octroya d'étonnantes heures de vide. Des nuées gigantesques naissaient de la mer lourde, salie par le sable, incessamment remuées dans son lit. Comme jadis chez les Daces et les Sarmates, j'avais religieusement contemplé la terre,
j'apercevais ici pour la première fois un Neptune plus chaotique que le nôtre, un monde liquide infini. C'est vrai. On se rend compte de ça qu'au 4e stream. Bon, je corrigerai ça à la fin de la lecture. Mais merci pour l'info. Ce serait intéressant d'ailleurs à commenter ça. Pourquoi mémoire au pluriel? Parce que finalement, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'il a eu plusieurs vies, qu'il partage plusieurs de ses vies? Ça se ressent comme ça? Ou bien c'est parce que c'est à la fois Marguerite Duras et Adrien qui parlent, et donc c'est deux interprétations d'une même personne? J'avais lu dans Plutarque une légende de navigateur concernant une île située dans ces parages qui avoisine la mer Ténébreuse et où les Olympiens victorieux auraient depuis des siècles refoulé les titans vaincus. Ces grands captifs du roc et de la vague, flagellés à jamais par un océan sans sommeil, incapables de dormir mais sans cesse occupés à rêver, continueraient à opposer à l'ordre olympien leur violence, leur angoisse, leur désir perpétuel. Je retrouvais dans ce mythe placé aux confins du monde les théories des philosophes que j'avais fait miennes. Chaque homme a éternellement à choisir au cours de sa vie brève entre l'espoir infatigable et la sage absence d'espérance, entre les délices du chaos et celles de la stabilité, entre le titan et l'olympien. À choisir entre eux ou à réussir à les accorder un jour à l'autre. Si seulement j'avais mes lunettes. Les réformes civiles accomplies en Bretagne font partie de mon œuvre administrative, dont j'ai parlé ailleurs. Ce qui compte ici, c'est que j'étais le premier empereur à m'installer pacifiquement dans cette île, située aux limites du monde connu, où Claude seul s'était risqué pour quelques jours en qualité de général en chef. Pendant tout un hiver, Londinium devint par mon choix ce centre effectif du monde, qu'Antioche avait été par suite des nécessités de la guerre parthe. Chaque voyage déplaçait ainsi le centre de gravité du pouvoir, le mettait pour un temps au bord du Rhin ou sur la berge de la Tamise, me permettait d'évaluer ce qu'eussent été le fort et le faible d'un pareil siège impérial. Ce séjour en Bretagne me fit envisager l'hypothèse d'un État centré sur l'Occident, d'un monde atlantique. Ces vues de l'esprit sont démunies de valeur pratique, elles cessent pourtant d'être absurdes dès que le calculateur s'accorde pour ces supputations une assez grande quantité d'avenir. 3 mois à peine avant mon arrivée, la 6e Légion victorieuse avait été transférée en territoire britannique. Elle y remplaçait la malheureuse 9e Légion, taillée en pièces par les Calédoniens pendant les troubles qui avaient été en Bretagne le hideux contre-coup de notre expédition chez les Parthes. 2 mesures s'imposaient pour empêcher le retour d'un pareil désastre. Nos troupes furent renforcées par la création d'un corps auxiliaire indigène. À Eboracum, ou à Eboracum, du haut d'un tertre vert, j'ai vu manœuvrer pour la première fois cette armée britannique nouvellement formée. En même temps, l'érection d'un mur coupant l'île en deux dans sa partie la plus étroite servit à protéger les régions fertiles et policées du sud contre les attaques des tribus du nord. J'ai inspecté moi-même une bonne partie de ces travaux engagés partout à la fois sur un glacis de 80 lieues. J'y trouvai l'occasion d'essayer, sur cet espace bien délimité, qui va d'un côté à l'autre, un système de défense qui pourrait ensuite s'appliquer partout ailleurs. Mais déjà, cet ouvrage purement militaire favorisait la paix, développait la prospérité de cette partie de la Bretagne. Des villages se créaient, un mouvement d'afflux se produisait vers nos frontières. Les terrassiers de la Légion étaient secondés dans leurs tâches par des équipes indigènes. L'érection du mur était pour beaucoup de ces montagnards, hier encore insoumis, la première preuve irréfutable du pouvoir protecteur de Rome. L'argent de la solde de la première monnaie romaine qui leur passait par les mains. Ce rempart devint l'emblème de mon renoncement à la politique de conquête. Au pied du bastion le plus avancé, je fis ériger un temple au dieu Therme. Donc vous voyez, c'est une écriture assez spéciale pour ceux qui viennent de débarquer, contemporaine, mais en même temps très, comment dirais-je, pas compliquée, mais très alambiquée dans les tournures, etc. Et en plus, comme elle est parlée par un personnage qui est censé avoir vécu des siècles auparavant, eh bien il y a aussi tout ce vocabulaire propre à la guerre, propre à la direction, et tous les protagonistes qui nous accompagnent, donc les Titus, etc., que personnellement je connais pas, hein, j'ai pas une très bonne connaissance en cette période historique, mais qui font tout un univers un peu qui est très bien géré par l'auteur. Tout m'enchanta dans cette terre pluvieuse. Les franges de brume au flanc des collines, les lacs voués à des nymphes plus fantasques encore que les nôtres, la race mélancolique aux yeux gris. J'avais pour guide
Un jeune tribun du corps auxiliaire britannique. Ce dieu blond avait appris le latin, balbutiait le grec, s'étudiait timidement à composer des vers d'amour dans cette langue. Par une froide nuit d'automne, j'en fis mon interprète auprès d'une sibylle. Assis sous la hutte enfumée d'un charbonnier celte, chauffant nos jambes empêtrées de grosses braies de laine rude, nous vîmes ramper vers nous une vieille créature trempée par la pluie, échevelée par le vent, fauve et furtive comme une bête des bois. Elle se jeta sur des petits pains d'avoine qui cuisaient dans l'âtre. Mon guide amadoua cette prophétesse. Elle consentit à examiner pour moi les volutes de fumée, les soudaines étincelles, les fragiles architectures de sarments et de cendres. Elle vit des cités qui s'édifiaient, des foules en joie, mais aussi des villes incendiées, des filles amères de vaincus qui démentaient mes rêves de paix, un visage jeune et doux qu'elle prit pour une figure de femme à laquelle je refusais de croire, un sceptre blanc qui n'était peut-être qu'une statue, objet plus inexplicable encore qu'un fantôme pour cette habitude des bois et des landes. Et à une distance de quelques vagues années, ma mort, que j'aurais bien prévue sans elle. Ouais, mais pour moi, excuse-moi, je viens juste de voir ton message. Pour moi, la pluralité ici, elle peut quand même s'associer à malgré la pluralité plutôt, on peut quand même considérer que c'est un mémoire de se souvenir parce que, enfin clairement, c'est hyper politique et c'est quand même ultra historique. Marguerite Duras s'est beaucoup inspirée de textes véridiques pour écrire son récit. Et après, oui, c'est des réminiscences, donc oui, on peut considérer que c'est des mémoires, des souvenirs, mais je pense que ça, il y a une polyphonie du sens là pour moi. Après, bon, peut-être que c'est moi qui extrapole. Je ne sais pas si c'est arqué comme tel quand tu rédiges un titre dans un roman ou quoi qu'est-ce. La Gaule prospère, l'Espagne opulente me retarde moins longtemps que la Bretagne. En Gaule narbonnaise, je retrouvais la Grèce, qui a essaimé jusque-là ses belles écoles d'éloquence et ses portiques sous un ciel pur. Je m'arrêtai à Nîmes pour établir le plan d'une basilique dédiée à Plotine et destinée à devenir un jour son temple. Je crois que Plotine, c'est pas sa femme, si je dis pas de bêtises. Des souvenirs de famille rattachaient l'impératrice à cette ville. Ah non, c'est son ami de toujours, qui l'a aidé donc dans son règne et avec qui il entretient une relation, comment on dit, une relation platonique. Des souvenirs de famille rattachaient l'impératrice à cette ville, m'en rendaient plus cher à le paysage sec et doré. Mais la révolte en Mauritanie fumait encore. J'abrégeais ma traversée de l'Espagne, négligeant même entre Cordoue et la mer de m'arrêter un instant à Italica, ville de mon enfance et de mes ancêtres. Je m'embarquai pour l'Afrique, à Gadès. Les beaux guerriers tatoués des montagnes de l'Atlas inquiétaient encore les villes côtières africaines. Je vécus là pendant quelques brèves journées, l'équivalent humide d'aimer les Sarmates. Je revis les tribus domptées une à une, la fière soumission des chefs prosternés en plein désert au milieu d'un désordre de femmes, de ballots et de bêtes agenouillées. Mais le sable remplaçait la neige. Il m'eût été doux, pour une fois, de passer le printemps à Rome, d'y retrouver la ville à commencer, les caresses capricieuses de Lucius, l'amitié de Plotine. Mais ce séjour en ville fut interrompu presque aussitôt par d'alarmantes rumeurs de guerre. La paix avec les Parthes avait été conclue depuis 3 ans à peine, et déjà des incidents graves éclataient sur l'Euphrate. Je partis immédiatement pour l'Orient. J'étais décidé à régler ces incidents de frontières par un moyen moins banal que des légions en marche. Une entrevue personnelle fut arrangée avec Osroès. Je ramenai avec moi en Orient la fille de l'empereur, faite prisonnière presque au berceau à l'époque où Trajan occupa Babylone et gardée ensuite comme otage à Rome. C'était une fillette malingre, aux grands yeux. Sa présence et celle de ses femmes m'encombra quelque peu au cours d'un voyage qu'il importait surtout d'effectuer sans retard. Ce groupe de créatures voilées fut ballotté à dos de dromadaires à travers le désert syrien, sous un tendelet aux rideaux sévèrement baissés. Le soir, aux étapes, j'envoyai demander si la princesse ne manquait de rien. Bonne soirée, merci d'être passé. Je m'arrêtai 1 heure en Lucie pour décider le marchand au Praomas, qui avait déjà éprouvé ses qualités de négociateur, à m'accompagner en territoire parthe. Le manque de temps l'empêcha de déployer son luxe habituel.
Cet homme amolli par l'opulence n'en était pas moins un admirable compagnon de route, accoutumé à tous les hasards du désert. Le lieu de la rencontre se trouvait sur la rive gauche de l'Euphrate, non loin de Doura. Nous traversâmes le fleuve sur un radeau. Les soldats de la garde impériale partent, cuirassés d'or et montés sur des chevaux non moins éblouissants qu'eux-mêmes, formaient le long des berges une ligne aveuglante. L'inséparable Phlégon était fort pâle. Les officiers qui m'accompagnaient ressentaient eux-mêmes quelques craintes. Cette rencontre pourrait et pouvait être un piège. Oprah-Omas, habitué à flairer l'air de l'Asie, était à l'aise, faisait confiance à ce mélange de silence et de tumulte, d'immobilité et de soudain galop, à ce luxe jeté sur le désert comme un tapis sur du sable. Quant à moi, j'étais merveilleusement dépourvu d'inquiétude. Comme César à sa barque, je me fiai à ces planches qui portaient ma fortune. Je donnai une preuve de cette confiance en restituant d'emblée la princesse Parthe à son père, au lieu de le faire garder dans nos lignes jusqu'à mon retour. Je promis aussi de rendre le trône d'or de la dynastie Araxide, enlevé autrefois par Trajan, dont nous n'avions que faire et auquel la superstition orientale attachait un grand prix. Le faste de ces entrevues avec Osroès ne fut qu'extérieur. Rien ne les différenciait des pourparlers entre deux voisins qui s'efforcent d'arranger à l'amiable une affaire de murmitoyen. J'étais aux prises avec un barbare raffiné, parlant grec, point stupide, point nécessairement plus perfide que moi-même, assez vacillant toutefois pour sembler peu sûr. Mes curieuses disciplines mentales m'aidaient à capter cette pensée fuyante. Assis en face de l'empereur Parthe, j'apprenais à prévoir et bientôt à orienter ses réponses. J'entrais dans son jeu. Je m'imaginais devenu Osroès marchandant avec Adrien. J'ai horreur des débats inutiles où chacun sait d'avance qu'il cédera ou qu'il ne cédera pas. La vérité en affaires me plaît surtout comme un moyen de simplifier et d'aller vite. Les Parthes nous craignaient. Nous redoutions les Parthes. La guerre allait sortir de cet accouplement de nos deux peurs. Les satrapes poussaient à cette guerre par intérêt personnel, et je m'aperçus vite qu'Osroès avait ses Quiétus, ses Palmas. Pharasmanès, le plus remuant de ses princes, semi-indépendant, pensé aux frontières, était plus dangereux encore pour l'Empire Parthe que pour nous. On m'a accusé d'avoir neutralisé par l'octroi de subsides cet entourage malfaisant et veule. C'était là de l'argent bien placé. J'étais trop sûr de la supériorité de nos forces pour m'encombrer d'un amour-propre imbécile. J'étais prêt à toutes les concessions creuses qui ne sont que des prestiges et à aucune autre. Le plus difficile fut de persuader Osroès que si je faisais peu de promesses, c'est que j'entendais les tenir. Il me crut pourtant, ou fit comme s'il me croyait. L'accord conclu entre nous au cours de cette visite dure encore. Depuis 15 ans de part et d'autre, rien n'a troublé la paix aux frontières. Je compte sur toi pour que cet état des choses continue après ma mort. Un soir, sous la tente impériale, durant une fête donnée en mon honneur par Osroès, j'aperçus au milieu des femmes et des pages aux longs cils un homme nu, décharné, complètement immobile, dont les yeux grands ouverts paraissaient ignorer cette confusion des plats chargés de viande, d'acrobates et de danseuses. Je lui adressai la parole par l'intermédiaire de mon interprète. Il ne daigna pas répondre. C'était un sage. Mais ses disciples étaient plus loquaces. Ces pieux vagabonds venaient de l'Inde, et leur maître appartenait à la puissance caste des Brahmanes. Je compris que ces méditations l'induisaient à croire que l'univers tout entier n'était qu'un tissu d'illusions et d'erreurs. L'austérité, le renoncement à la mort étaient pour lui le seul moyen d'échapper à ce flot changeant de choses, par lesquelles, au contraire notre Héraclide s'était laissé porter, de rejoindre par-delà le monde des sens cette sphère du divin pur. Ce firmament fixe et vide dont a aussi rêvé Platon. À travers les maladresses de mes interprètes, je pressentais des idées qui ne furent donc pas complètement étrangères à certains de nos sages, mais que l'Indien exprimait de façon plus définitive et plus nue. Ce brahman était arrivé à l'état où rien, sauf son corps, ne le séparait plus de Dieu et du Dieu intangible, sans substance et sans forme, auquel il voulait s'unir. « Salut Ponx !» Il avait décidé de se brûler vif le lendemain. Eh bé, t'arrives au moment opportun. Osroès m'invita à cette solennité. Un bûcher de bois odoriférant fut dressé, l'homme s'y jeta et disparut sans un cri. Ses disciples ne donnèrent aucun signe de regret. Ce n'était pas pour eux une cérémonie funèbre. J'y repensai longuement pendant la nuit qui suivit. J'étais couché sur un tapis de laine précieuse, sous une tente drapée d'étoffes chatoyantes et lourdes.
Un page me massait les pieds. Quelle vie! Du dehors m'arrivaient les rares bruits de cette nuit d'Asie, une conversation d'esclaves chuchotant à ma porte, le froissement léger d'une palme, au pramoas ronflant derrière une tenture, le frappement des sabots d'un cheval à l'entrave. Plus loin, venant du quartier des femmes, le roucoulement mélancolique d'un chant. Le brahman avait dédaigné tout cela. Cet homme ivre de refus s'était livré aux flammes comme un amant roule au creux d'un lit. Il avait écarté les choses, les êtres, puis soi-même, comme autant de vêtements qui lui cachaient cette présence unique, ce centre invisible et vide qu'il préférait à tout. Je me sentais différent, prêt à d'autres choix. L'austérité, le renoncement, la négation ne m'étaient pas complètement étrangers. J'y avais mordu comme on le fait presque toujours à 20 ans. J'avais moins de cet âge lorsqu'à Rome, conduit par un ami, j'étais allé voir le vieil Épistète dans son taudis de Subure, peu de jours avant que Domitien l'exilât. L'ancien esclave, auquel un maître brutal avait jadis brisé la jambe sans parvenir à lui arracher une plainte, le vieillard chétif, supportant avec patience les longs tourments de la gravelle, m'avait semblé en possession d'une liberté quasi divine. On rentre enfin dans la thématique des autres. Je la ressentais pas trop auparavant, mais c'est vrai que là, je la comprends, avec l'idée que dans ses souvenirs, il se remémore des personnes qui l'ont marqué, et donc il se fait une réflexion sur son rapport aux autres et sur la compréhension du monde à travers les autres. J'avais contemplé avec admiration ces béquilles, cette paillasse, cette lampe de terre cuite, cette cuillère de bois dans un vase d'argile, simple outil d'une vie pure. Mais Épictète renonçait à trop de choses, et je m'étais vite rendu compte que rien, pour moi, n'était plus dangereusement facile que de renoncer. L'Indien, plus logique, rejetait la vie elle-même. J'avais beaucoup à apprendre de ces purs fanatiques, mais à condition de détourner de son sens la leçon qu'il m'offrait. Ces sages s'efforçaient de retrouver leur Dieu par-delà l'océan des formes, de le réduire à cette qualité d'unique, d'intangible, d'incorporel, à laquelle il a renoncé le jour où il s'est voulu univers. J'entrevoyais autrement mes rapports avec le divin. Je m'imaginais secondant celui-ci dans son effort d'informer et d'ordonner un monde, d'en développer et d'en multiplier les circonvolutions, les ramifications, les détours. J'étais l'un des segments de la roue, l'un des aspects de cette forme unique engagée dans la multiplicité des choses, aigle et taureau, homme et cygne, phallus et cerveau tout ensemble, Protée qui est en même temps Jupiter. Ça commence par un... Enfin, ça se tourne vers un égocentrisme, là, préparez-vous. Et c'est vers cette époque que je commençais à me sentir Dieu. Quelle vibes de se sentir Dieu à un moment dans sa vie. Ne te méprends pas. J'étais plus que jamais ce même homme, nourri des fruits et des bêtes, de la terre, rendant au sol les résidus de ses aliments, sacrifiant au sommeil à chaque révolution des astres, inquiet jusqu'à la folie quand lui manquait trop longtemps la chaude présence de l'amour. Ma force, mon agilité physique ou mentale, étaient maintenues soigneusement par une gymnastique touche humaine. Mais que dire, sinon que tout cela était divinement vécu? Les expérimentations hasardeuses de la jeunesse avaient pris fin, et sa hâte de jouir du temps qui passe. À 44 ans, je me sentais sans impatience, sûr de moi, aussi parfait que me le permettait ma nature éternelle. Et comprends bien qu'il s'agit là d'une conception de l'intellect. Les délires, s'il faut leur donner ce nom, vinrent plus tard. Et j'étais Dieu tout simplement parce que j'étais homme. Les titres divins que la Grèce m'octroyait par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même. Je crois qu'il m'eût été possible de me sentir Dieu dans les prisons de Domitien ou à l'intérieur d'un puits de mine. Si j'ai l'audace de le prétendre, c'est que ce sentiment me paraît à peine extraordinaire et nullement unique. D'autres que moi l'ont, ou l'auront dans l'avenir. En vrai, c'est un mantra de vie. De se dire que pour se sentir vraiment en parfaite communion avec soi-même, c'est qu'on a une totale maîtrise de soi. Et apparemment, ça arrive, préparez-vous, vers l'âge de 44 ans. J'ai dit que mes titres ajoutaient peu de choses à cette étonnante certitude. Par contre, celle-ci se trouvait confirmée par les plus simples routines de mon métier d'empereur. Si Jupiter est le cerveau du monde, l'homme chargé d'organiser et de modérer les affaires humaines peut raisonnablement se considérer comme une part de ce cerveau qui préside tout.
L'humanité a tort ou a raison, a presque toujours conçu son Dieu en termes de providence. Mes fonctions m'obligeaient à être pour une partie du genre humain cette providence incarnée. Plus l'État se développe, en serrant les hommes de ses mailles exactes et glacées, plus la confiance humaine aspire à placer à l'autre bout de cette chaîne immense l'image adorée d'un homme protecteur. Je vais répéter cette phrase parce que je l'ai mal comprise. Plus l'État se développe, en serrant les hommes de ses mailles exactes et glacées, plus la confiance humaine aspire à placer à l'autre bout de cette chaîne immense l'image adorée d'un homme protecteur. Que je le voulusse ou non, les populations orientales de l'Empire me traitaient en Dieu. Même en Occident, même à Rome, où nous ne sommes officiellement déclarés divins qu'après la mort, l'obscure piété populaire se plaît de plus en plus à nous défier vivants. Bientôt, la reconnaissance parthe éleva des temples à l'empereur romain qui avait instauré et maintenu la paix. J'eus mon sanctuaire à Vologésie, au sein de ce vaste monde étranger. Loin de voir dans ces marques d'adoration un danger de folie ou de prépotence pour l'homme qui les accepte, j'y découvrais un frein, l'obligation de se dessiner d'après quelques modèles éternels, d'associer à la puissance humaine une part de suprême sapiens. Être Dieu oblige en somme à plus de vertu qu'être empereur. C'est bien, tu te sens Dieu dans les petites choses. À chaque fois que j'arrive à faire un paragraphe en articulant correctement, sans bafouiller, je me sens Dieu. Vraiment. Je le dis jamais pour pas mal la racler, mais en mon fort intérieur, je me dis t'as pas bégayé, t'as d'être ça. Alors que je m'entends même pas lire, je sais même pas si ça passe ou pas. Mais bon. J'ai envie d'entendre vos moments où vous sentez Dieu, là, elle a lancé un délire, Anne. Figurez-vous que c'est le retour du papillon. Il veut pas nous lâcher la grappe, celui-là. Ça fait 3 strings qu'il est là. Il devrait prendre un abonnement, là, c'est pas possible. T'as kiffé la lecture, en fait. Je pense qu'on devrait même lui donner un nom. Comment elle s'appelle la chenille qui change en papillon dans Alice? Où j'en étais? Ah oui. Je me fis initier à Eleusis 18 mois plus tard. En un sens, cette visite à Osroès a fait marquer un tournant de ma vie. Au lieu de rentrer à Rome, j'avais décidé de consacrer quelques années aux provinces grecques et orientales de l'Empire. Athènes devenait de plus en plus ma patrie, mon centre. Je tenais à plaire aux Grecs et aussi à m'helléniser le plus possible, mais cette initiation, motivée en partie par des considérations politiques, fut pourtant une expérience religieusement égale. Religieuse sans égale, pardon. J'avoue tout. Au fond de moi, je cache mon royaume derrière ces bibliothèques de livres. Telle Blanche-Neige, je parle et les animaux viennent à moi pour détruire mes affaires. Grave, en collaboration avec un cat et un chat. Featuring. Alors, donc il va en Grèce, parce qu'il adore les Grecs. C'est un peu une groupie. Mais apparemment, même si ce voyage était plutôt motivé par des ambitions politiques, ont été également pour lui des expériences religieuses assez intéressantes. On voit qu'il est toujours habité par le spiritisme, par la spiritualité, parce que quand il était jeune, il était plutôt intéressé par... je sais pas si vous vous souvenez, cette espèce de divination qui a pas forcément de réflexion derrière, mais qui consistait un peu à se sacrifier avec des taureaux, etc. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de cette vibe quand il était à la guerre, quand il était jeune. Ensuite, là, on a entendu parler de cet Indien qui s'est suicidé par spiritualité. Et là, il s'initie au docte de la Grèce. Au docte ou au dogme? Ces grands rites ne font que symboliser les événements de la vie humaine, donc les rites grecs,
Mais le symbole va plus loin que l'acte, explique chacun de nos gestes en termes de mécanique éternelle. C'est exactement comme Anne avec la peau du lait, tu as précédé le texte. L'enseignement reçu à Éleusis doit rester secret. Il a d'ailleurs d'autant moins de chances d'être divulgué qu'il est par nature ineffable. Formulé, il n'aboutirait qu'aux évidences les plus banales. Là, justement, est sa profondeur. Les degrés plus élevés, qui me furent ensuite conférés au cours des conversations privées avec l'hiérophante, n'ajoutèrent presque rien au choc initial ressenti tout aussi bien par le plus ignorant des pèlerins qui participent aux ablutions rituelles et boitent à la source. J'avais entendu les dissonances se résoudre en accord. J'avais pour un instant pris appui sur une autre sphère, contemplé de loin, mais aussi de tout près, cette procession humaine et divine où j'avais ma place, ce monde où la douleur existe encore, mais non plus l'erreur. Le sort humain, ce vague tracé dans lequel l'œil le moins exercé reconnaît tant de fautes, scintillait comme les dessins du ciel. Ah, il est là, le papillon. Hiou. Je veux pas te faire du mal, mais j'aimerais bien que tu t'en ailles. Ah, attends, je vais t'ouvrir la fenêtre. Tu peux partir, s'il te plaît? T'y es presque. Vas-y. Voilà. Coucou Chocolani, comment tu vas? Bon, on va mettre Fit Mitra. Bah, celui-là, franchement, il s'accroche. Hein, parce que déjà, hier, il était collé, recroquevillé à ma fenêtre. Et il était déjà là l'avant-veille. Donc, je sais pas, il voulait vivre ici. Il voulait prendre un abonnement, vraiment. Mais il était balèze, hein, c'était pas un petit papillon. Il était vraiment gros. Je crois que c'était une mythe. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, attendez. Parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi. Non, c'était pas ça. C'était plus gros qu'une mythe. Enfin bref, je pense que ça vous importe peu. Et c'est ici qu'il convient de mentionner une habitude qui m'entraîna toute ma vie sur des chemins moins secrets que ceux d'Éleusis, mais qui en somme sont parallèles. Je veux parler de l'étude des astres. Ah, est-ce qu'il va se nous lancer dans les délires d'astrologie? Ah oui. Oh, j'ai vu plus loin sur la page le mot Verseau. Attendez, on va se lancer là. On va faire des belles théories. J'ai toujours été l'ami des astronomes et le client des astrologues. La science de ces derniers est incertaine, fausse dans le détail, peut-être vraie dans l'ensemble, puisque l'homme, par celle de l'univers, est régi par les mêmes lois qui président au ciel. Il n'est pas absurde de chercher là-haut les thèmes de nos vies, les froides sympathies qui participent à nos succès et à nos erreurs. Oh, merci pour l'abonnement. Oh, mais ça n'a pas fait de notification encore. Je suis deg. Ah, mais peut-être c'est parce que j'ai pas mis le son. Merci en tout cas. Ouais, grosse semaine de stream. Je vais pas vous le cacher, je suis très fatiguée. C'est pour ça aussi que j'ai voulu commencer plus tard parce que, en soi, même si les streams ne commencent pas tard, moi après ça me décale ma soirée. Parce que, eh bien, je fais toutes mes choses, toutes mes obligations après les streams. Et donc, déjà ce week-end, je me suis couchée à des 4h du matin. Là, hier, je me suis couchée vers pas si tard, vers minuit. Mais quand après, tu dois te lever à 6h, ça blesse. En tout cas, j'espère que vous, au moins, ça vous permet de vous reposer un peu, d'avoir cette petite lecture du soir. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire merci, tu sauves mes nuits, j'arrivais pas à dormir et ça m'aide beaucoup.
Alors j'ai pas la prétention d'être vraiment si bonne lectrice que ça, mais en tout cas c'est cool que ça vous apporte un petit peu de réconfort, j'espère que c'est le cas. T'étais partie en vacances, Chocolani, ou juste tu t'étais pour le taf et tout, je suis un peu curieuse. Attends, on est presque arrivé à 10 abonnements. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été si nombreux dans les... Enfin, follow, j'arrive jamais à je comprends la différence. Ah, ça me fait trop plaisir. Honnêtement, même si c'est fatigant de faire les streams tous les soirs, j'aime trop avoir un rendez-vous avec vous. Je trouve que c'est trop kiffant. C'est juste dommage que j'ai un taf à côté, quoi. Mais bon, il n'y a pas le choix. Mais j'aime trop ce délire de me dire que je vais vous retrouver, pouvoir discuter avec vous. Même si la lecture, bon, je vais pas vous le mentir, cette lecture-là, c'est pas ma préférée. Mais j'aime bien ces petites rencontres, ces petits univers. Et c'est vrai que c'est vraiment cool de faire ça tous les soirs, j'adore. Mais je pourrais pas, en fait, honnêtement. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ça tout le temps, tous les soirs et tout. Moi, je pourrais pas. Franchement, j'ai trop de temps de travail pour pouvoir me le permettre. Mais c'est cool de le faire ponctuellement. Ah oui, je m'en souviens. Et alors, tu les as finis? Il y en a qui crie comme ça. Oui, je sais pas si vous le savez, mais sur le Discord, il y a une conversation qui s'appelle Book Club, je crois, sur laquelle on poste nos lectures du moment, etc. Donc si vous avez envie de partager des trucs et tout, n'hésitez pas à poster. Je suis pas hyper active sur Discord, mais j'essaye, c'est juste que je suis pas habituée à ce média. Mais c'est cool si vous participez et si vous-même vous animez entre vous, ça serait super cool qu'on puisse grave échanger aussi sur ce salon-ci. Ah bah ça va, tu t'es fait plaisir. Presque un mois de vacances en fait. Alors, qu'est-ce que l'astrologie va nous prédire chez ce fameux Adrien? La science de ces dernières est incertaine, en parlant de l'astrologie, fausse dans le détail, peut-être vraie dans l'ensemble. Et puisque l'homme, parcelle de l'univers, est régi par les mêmes lois qui président au ciel, il n'est pas absurde de chercher là-haut les thèmes de nos vies, les froides sympathies qui participent à nos succès et à nos erreurs. Je ne manquais pas chaque soir d'automne de salut. Là, c'est vraiment dans le thème. Hein. Je ne manquais pas chaque soir d'automne de saluer au sud le Verseau, les chansons célestes, le dispensateur sous lequel je suis né. Je n'oubliais pas de repérer à chacun de leurs passages Jupiter et Vénus qui règlent ma vie, ni de mesurer l'influence du dangereux Saturne. Mais si cette étrange réfraction de l'humain sur la voûte stellaire préoccupait souvent mes heures de veille, je m'intéressais plus fortement encore aux mathématiques célestes, aux spéculations abstraites auxquelles donnent lieu ces grands corps enflammés. J'inclinais à croire, comme certains des plus hardis d'entre nos sages, que la Terre participait elle aussi à cette marche nocturne et diurne dont les saintes processions d'Éleusis sont tout au plus l'humain simulacre. Dans un monde où tout n'est que tourbillon de force, dense d'atomes, où tout est à la fois en haut et en bas, à la périphérie et au centre, je concevais mal l'existence d'un globe immobile, d'un point fixe qui ne serait pas en même temps mouvant. D'autres fois, les calculs de la procession des équinoxes, établis jadis par Hipparque d'Alexandrie, hantaient mes veillées nocturnes. Et j'y retrouvais sous forme de démonstration, et non plus de fable ou de symbole, ce même mystère éleusiaque du passage et du retour. L'épi de la Vierge n'est plus de nos jours au point de la carte où Hipparque l'a marqué, mais cette variation est l'accomplissement d'un cycle et ce changement même confirme les hypothèses de l'astronome. Lentement, inéluctablement, ce firmament redeviendra ce qu'il était au temps d'Hipparque. Il sera de nouveau ce qu'il est au temps d'Adrien. Le désordre s'intégrait à l'ordre. Le changement faisait partie d'un plan que l'astronome était capable d'appréhender d'avance. L'esprit humain révélait ici sa participation à l'univers par l'établissement d'exacts théorèmes comme à l'Éleusis, par des cris rituels et des danses. L'homme qui contemple et les astres contemplés roulaient inévitablement vers leur fin, marqués quelque part au ciel. Mais chaque moment de cette chute était un temps d'arrêt, un repère, un segment d'une courbe aussi solide qu'une chaîne d'or. Chaque glissement nous ramenait à ce point qui, parce que par hasard nous nous y sommes trouvés, nous paraît au centre.
Moi, je vois pas du tout ce que c'est. Après, je suis pas très familière à la fantasy. Est-ce que tu le finis parce que tu veux le terminer ou parce que... Ou bien est-ce qu'il est difficile à lire parce qu'il est dur? Depuis les nuits de mon enfance où le bras levé de Marulinus m'indiquait les constellations, la curiosité des choses du ciel ne m'a pas quittée. Durant les veilles forcées des camps, j'ai contemplé la lune courant à travers les nuages des cieux barbares. Plus tard, par de clairs nuits attiques, j'ai écouté l'astronome Théron d'Hérode m'expliquer son système du monde. Étendu sur le pont d'un navire, en pleine mer d'Égée, j'ai regardé la lente oscillation du mât se déplacer parmi les étoiles, allait de l'œil rouge du taureau aux pleurs des Pléiades, de Pégase aux cygnes. J'ai répondu de mon mieux aux questions naïves des jeunes hommes, du grave jeune homme qui contemplait avec moi le ciel. Ici, à la villa, j'ai fait construire une observation dont la maladie m'empêche aujourd'hui de gravir les marches. Une fois dans ma vie, j'ai fait plus. J'ai offert aux constellations le sacrifice d'une nuit tout entière. Ce fut après ma visite à Osroès, durant la traversée du désert syrien. Couché sur le dos, les yeux bien ouverts, abandonnant pour quelques heures tout souci humain, je me suis livré du soir à l'aube à ce monde de flammes et de cristal. Ce fut le plus beau de mes voyages. Le grand astre de la constellation de la Lyre, étoile polaire des hommes qui vivront quand, depuis quelques dizaines de milliers d'années, nous ne serons plus, resplendissait sur ma tête. Les Gémeaux luisaient faiblement dans les dernières lueurs du couchant. Le serpent précédait le Sagittaire, l'aigle montait vers le zénith, toute aile ouverte, et à ses pieds, cette constellation non désignée encore par les astronomes, et à laquelle j'ai donné depuis le plus cher des noms. La nuit, jamais tout à fait aussi complète que le croient ceux qui vivent et qui dorment dans les chambres, se fit plus obscure, plus claire. Les feux qu'on avait laissés brûler pour effrayer les chacals s'éteignirent. Ce tas de charbon ardent me rappela mon grand-père debout dans sa vigne et ses prophéties devenues désormais présentes et bientôt passées. J'ai essayé de m'unir au divin sous bien des formes. J'ai connu plus d'une extase. Il en est d'atroces et d'autres d'une bouleversante douceur. Celle de la nuit syrienne fut étrangement lucide. Elle inscrit en moi les mouvements célestes avec une précision à laquelle aucune observation partielle ne m'aurait jamais permis d'atteindre. Je sais exactement à l'heure où j'ai écrit quelles étoiles passent ici à Tibur, au-dessus de ce plafond orné de stucs et de peintures précieuses, et ailleurs là-bas, sur une tombe. Quelques années plus tard, la mort allait devenir l'objet de ma contemplation constante, la pensée à laquelle je donnais toute celle des forces de mon esprit qui n'absorbaient pas l'état. Et qui dit mort dit aussi monde mystérieux auquel il se peut qu'on accède par elle. Après tant de réflexions et d'expériences parfois condamnables, j'ignore encore ce qui se passe derrière cette tenture noire, mais la nuit syrienne représente ma part consciente d'immortalité. Coucou Whitehead, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, comment tu vas? C'est cool, il y a plein de passages ce soir. Oh, on entame une nouvelle partie. Alors on entame le Saculum Aurum. Désolée pour mon latin du village. Bah, peut-être qu'il est inégal, enfin peut-être que l'auteur est inégal dans son style et tu l'as vachement ressenti sur ce titre-là. C'est... Ça m'étonne pas forcément dans la fantasy parce que je trouve que ce qui est un peu dommage dans ce style-ci, c'est que parfois pour asseoir un univers, on s'étend sur des lignes et des lignes de description, mais au bout d'un moment, bah, ça manque un peu de mouvement et de punch. Mais est-ce que c'est une trilogie ou bien est-ce que c'est une série vraiment proprement parlée ou est-ce que c'est un seul et même volume? Parce que peut-être que c'est parce que c'est ce volume-ci que t'as pas aimé mais que le suivant sera un peu plus rythmé. Je vais aller voir rapidement la signification du thème suivant qu'on va aborder. Ça est que l'homme au Rome. Alors, cette partie nommée Saeculum Aurum, siècle d'or, raconte les récits de gloire d'Adrien. Ça va être un récit qui va parler beaucoup de voyage et de son futur amant. Ah, je vois ce que je voulais dire. C'est un peu un auteur qui
Vous voyez les gens qui écrivent comme ils imaginent qu'on doit écrire, en utilisant plein d'adjectifs un peu empoulés, etc. Alors qu'au final, ça fait juste lourd. Donc, on entame la troisième partie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Après, te force pas, hein, si vraiment t'aimes pas le livre, je pense que t'as plein de choses dans ta palle qui seront peut-être plus intéressantes à feuilleter. Après, je comprends que ce soit pas facile de sortir de sa zone littéraire. Des fois, moi aussi, j'ai du mal et je me force un peu par principe, mais il y a tellement de trucs à lire qu'on devrait pas. J'ai fait un post d'ailleurs sur ça, sur le fait que j'ai du mal à ne pas terminer un livre parce que je sais pas, j'ai comme une peine pour eux. Je me dis, ça se fait pas, le mec a pris du temps et puis c'est pas si mal et tout. Bon, au final, il y a plein de trucs que j'ai pas le temps de lire donc c'est un peu dommage. Donc, commençons cette partie. L'été qui suivit ma rencontre avec Osroès se passa en Asie mineure. Je fis halte en Bithynie pour surveiller moi-même la mise en coupe des forêts de l'État. À Nicomédie, ville claire, policée, savante, je m'installai chez le procurateur de la province, Cneius Pompeius Procolus, dans l'ancienne résidence du roi Nicomède, plein des souvenirs voluptueux du jeune César. Les brises de la prospontide éventaient ces salles fraîches et sombres. Procolus, homme de goût, organisa pour moi des réunions littéraires. Des sophistes de passage de petits groupes d'étudiants et des amateurs de belles lettres se réunissaient dans le jardin au bord d'une source consacrée à Pan. De temps à autre, un serviteur y plongeait une grande jarre d'argile poreuse. Les verres les plus limpides semblaient opaques comparés à cette eau pure. On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron, que j'aime pour ses folles juxtapositions de sons, d'allusions et d'images, son complexe système de reflets et d'échos. Un jeune garçon, placé à l'écart, écoutait ces strophes difficiles avec une attention à la fois distraite et pensive, et je songeais immédiatement à un berger au fond des bois, vaguement sensible à quelques obscurs cris d'oiseaux. Il n'avait apporté ni tablette ni style. Assis sur le rebord de la vasque, il touchait des doigts la belle surface lisse. J'appris que son père avait occupé une place modeste dans la gestion des grands domaines impérieux. Laissé tout jeune aux soins d'un aïeul, l'écolier avait été envoyé chez un hôte de ses parents armateurs à Nicomédie, qui semblait riche à cette famille pauvre. Je le gardai après le départ des autres. Il était peu lettré, ignorant de presque tout, réfléchi, crédule. Je connaissais Claudiopolis, sa ville natale. Je réussis à le faire parler de sa maison familiale au bord des grands bois de pin qui pourvoient aux mates de nos navires, du temps d'Atis situé sur la colline dont il aimait les musiques stridentes, des beaux chevaux de son pays et de ses étranges dieux. Cette voix un peu voilée prononçait le grec avec l'accent d'Asie. Soudain, se sentant écouté, ou regardé peut-être, il se troubla, rougit, retomba dans un de ces silences obstinés dont je pris bientôt l'habitude. Une intimité s'ébaucha. Il m'accompagna par la suite dans tous mes voyages, et quelques années fabuleuses commencèrent. C'est pour ça que je me suis jamais lancée dans les Seigneurs des Anneaux, exactement pour ce type de phobie. J'ai trop la flemme de lire genre 500 pages de description, tout ça parce que après ça va lancer un univers magnifique. Je sais pas comment vous faites pour vous aventurer dans les trucs comme ça. Franchement, sinon saute juste les passages de description et passe tout de suite à l'intrigue. Hein. Qui va te juger? Alors, une petite amourette commence entre Adrien et Antinoüs, ou Antinous. C'est peut-être Antinous plutôt. Antinous était grec. J'ai remonté dans les souvenirs de cette famille ancienne et obscure jusqu'à l'époque des premiers colons arcadiens sur les bords de la Propontide. Mais l'Asie avait produit sur ce sang un peu âcre l'effet de la goutte de miel qui trouble et parfume un vin pur.
Je retrouvais en lui les superstitions d'un disciple d'Apollonius, la foi monarchique d'un sujet oriental du grand roi. Sa présence était extraordinairement silencieuse. Il m'a suivi comme un animal ou comme un génie familier. Il avait d'un jeune chien les capacités infinies d'enjouement et d'indolence, la sauvagerie, la confiance. Ce beau lévrier avide de caresses et d'ordre se coucha sur ma vie. J'admirais cette indifférence presque hautaine pour tout ce qui n'était pas son délice ou son culte. Elle lui tenait lieu de désintéressement, de scrupule, de toutes les vertus étudiées et austères. Je m'émerveillais de cette dure douceur, de ce dévouement sombre qui engageait tout l'être. Et pourtant, cette soumission n'était pas aveugle. Ses paupières, si souvent baissées dans l'acquiescement ou dans le songe, se relevaient. Les yeux les plus attentifs du monde me regardaient en face. Je me sentais jugée. Mais je l'étais comme un dieu, l'est par son fidèle. Mes duretés, mes accès de confiance étaient patiemment, gravement acceptés. Pourquoi j'ai toujours mes AirPods? Mais je l'étais comme un dieu par son fidèle. Mes duretés et mes accès de méfiance, j'en eus plus tard, étaient patiemment et gravement acceptés. Je n'étais maître absolu qu'une seule fois et que d'un seul être. Ça refonctionne? T'arrives même vraiment au moment où je suis le plus guignol, Pixt55. Bon super, je sais pas, je crois qu'il y a eu un faux contact. Bon, je sais pas trop où ça s'est coupé, donc je vais recommencer depuis le début du paragraphe. Si je n'ai encore rien dit d'une beauté si visible, il n'y faudrait pas voir l'espèce de réticence d'un homme trop complètement conquis. Mais les figures que nous cherchons désespérément nous échappent. Ce n'est jamais qu'un moment. Je retrouve une tête inclinée sous une chevelure nocturne, des yeux que l'allongement des paupières faisait paraître obliques, un jeune visage large et comme couché. Ce tendre corps s'est modifié sans cesse à la façon d'une plante et quelques-unes de ces altérations sont imputables au temps. L'enfant a changé, il a grandi. Il suffisait pour l'amollir d'une semaine d'indolence. Une après-midi de chasse lui rendait sa fermeté, sa vitesse athlétique. Une heure de soleil le faisait passer de la couleur du jasmin à celle du miel. Les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées, la joue a perdu sa délicatesse rondeur de l'enfance. C'est légèrement creusé sous la pommette saillante. Le thorax gonflé d'air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d'une gorge de bacchante. La moue boudeuse des lèvres s'est chargée d'une amertume ardente, d'une satiété triste. En vérité, ce visage changeait comme si nuit et jour je l'avais sculpté. C'est un peu quand même creepy cette relation sentimentale parce que le mec a quand même 44 ans quoi. Et il a le temps de voir un jeune homme passer de l'enfance à l'âge adulte.
Quand je me retourne vers ces années, je crois y retrouver l'âge d'or. Tout était facile. Les efforts d'autrefois étaient récompensés par une aisance presque divine. Le voyage était jeu, plaisir contrôlé, connu habilement mis en œuvre. Le travail incessant n'était qu'une mode de volupté. Ma vie, où tout arrivait tard, le pouvoir, le bonheur aussi, acquérait la splendeur de plein midi, l'ensoleillement des heures de la sieste où tout baigne dans une atmosphère d'or. Les objets de la chambre et le corps étendu à nos côtés. La passion comblait à son innocence presque aussi fragile que tout autre. Le reste de la beauté humaine passait au rang de spectacle, cessait d'être ce gibier dont j'avais été le chasseur. Cette aventure banalement commencée enrichissait mais aussi simplifiait ma vie. L'avenir comptait peu. Je cessais de poser des questions aux oracles. Les étoiles ne furent plus que l'admirable dessin sur la voûte du ciel. Je n'avais jamais remarqué avec autant de délices la pâleur de l'aube sur l'horizon des îles, la fraîcheur des grottes consacrées aux nymphes et hantées d'oiseaux de passage, le vol lourd des cailles au crépuscule. Je relus des poètes. Quelques-uns me parurent meilleurs qu'autrefois, la plupart pires. J'écrivis des vers qui semblaient moins suffisants que d'habitude. Il y eut la mer d'arbres, les forêts de chênes-lièges et les pinettes de la Bithynie, le pavillon de chasse aux galeries à claire-voie où le jeune garçon, repris par la nonchalance du pays natal, éparpillant au hasard ses flèches, sa dague, sa ceinture d'or, roulait avec les chiens sur le divan de cuir. Les plaines avaient emmagasiné la chaleur du long été. Une buée montait des prairies au bord de Sangarios où galopaient des hardes de chevaux non dressés. Au point du jour où on descendait se baigner sur la berge du fleuve, froissant en chemin les hautes herbes trempées de rosée nocturne sous un ciel d'où pendait le mince croissant de lune qui sert d'emblème à la Bithynie. Ce pays fut comblé de faveurs. Il prit même mon nom. L'hiver nous assaillit à Sinope. J'y inaugurai par un froid presque cite les travaux d'agrandissement du port, entrepris sous mes ordres par les marins de la flotte. Sur la route de Byzance, les notables firent dresser à l'entrée des villages d'énormes feux devant lesquels se chauffaient mes gardes. La traversée du Bosphore fut belle sous la tempête de neige. Il y eut les chevauchées dans la forêt thrace, le vent aigre s'engouffrant dans les plis des manteaux, l'innombrable tambourinement de la pluie sur les feuilles et sur le toit de la tente, la halte au camp des travailleurs où allait s'élever Andrinople, les ovations des vétérans des guerres d'As, la terre molle d'où sortiraient bientôt des murs et des tours. Une visite aux garnisons du Danube me ramena au printemps dans la bourgade prospère qu'est aujourd'hui Sarmizegetuth. L'enfant bithynien portait au poignet un bracelet du roi d'Écébal. Le retour en Grèce se fit par le nord. Je m'attardai longuement dans la vallée de Tampé. Ah, c'est comme le substitut végétal. Tout éclaboussé d'eau vive. Le baie, blonde, précéda l'Arctique couleur de vin rose. Athènes ne fut qu'effleurée. À Éleusis, au cours de mon initiation au mystère, j'ai passé 3 jours et 3 nuits mêlés à la foudre des pèlerins qu'on recevait pendant cette même fête. La seule précaution qu'on eût prise était d'interdire aux hommes le port du couteau. Les mystères, c'est un spectacle, c'est une forme de théâtre en fait, c'est les prémices du théâtre. Je savais pas que ça a commencé si tôt. Après, ça peut aussi être considéré comme un culte, donc je sais pas trop là à quoi il fait référence. J'ai perdu ma page, Mazette. J'emmenais Antinous dans l'Arcadie de ses ancêtres. Les forêts y restaient aussi impénétrables qu'au temps où ces antiques chasseurs de loups y avaient vécu. Parfois, d'un coup de fouet, un cavalier effarouchait une vipère. Sur les sommets pierreux, le soleil flambait comme au fort de l'été. Le jeune garçon adossé au rocher sommeillait la tête sur la poitrine. Les cheveux frôlés par le vent, espèce d'endymion du plein jour. Un lièvre, que mon jeune chasseur avait apprivoisé à grand-peine, fut déchiré par les chiens. Ce fut le seul malheur de ces journées sans ombre. Les gens de Montigné se découvrirent des liens de parenté avec cette famille de colons bithyniens jusque-là inconnus. Cette ville, où l'enfant eut plus tard ses temples, furent par moi enrichis et ornés.
L'immémorial sanctuaire de Neptune, tombé en ruine, était si vénérable, que l'entrée en était interdite à quiconque. Des mystères plus anciens que la race humaine s'y perpétuaient derrière des portes continuellement closes. Et donc il fait bien référence à des cultes. Je construisis un nouveau temple, beaucoup plus vaste, à l'intérieur duquel le vieil édifice gît désormais comme un noyau au centre d'un fruit. Sur la route, non loin de Mantinet, je fis rénover la tombe où Épaminondas, tué en pleine bataille, repose auprès d'un jeune compagnon frappé à ses côtés. Une colonne où un poème fut gravé s'éleva pour commémorer ce souvenir d'un temps où tout vu à distance semble avoir été noble et simple, la tendresse, la gloire, la mort. En Achaïe, les jeux ismiques furent célébrés avec une splendeur qu'on n'avait pas vue depuis les temps anciens, qu'on n'espérait plus. J'espérais, en rétablissant ces grandes fêtes helléniques, refaire de la Grèce une unité vivante. Des chasses nous entraînèrent dans la vallée de l'Hélicon, dorée par les dernières rousseurs de l'automne. Nous fîmes halte au bord de la source de Narcisse, près du sanctuaire de l'amour. La dépouille d'un jeune ours, trophée suspendu par des clous d'or à la paroi du temple, fut offerte à ce dieu, le plus sage de tous. La barque que le marchand Eratos d'Éphèse me prêtait pour naviguer dans l'archipel mouilla dans la baie de Phalère. Je m'installai à Athènes comme un homme rentrant au foyer. J'osais toucher à cette beauté et essayer de faire de cette ville admirable une ville parfaite. Athènes, pour la première fois, se repeuplait, se remettait à croître après une longue période de déclin. J'en doublais l'étendue. Je prévis le long de l'Ilius une Athènes nouvelle, la ville d'Adrien, à côté de celle de Thésée. Tout était à régler, à construire. 6 siècles plus tôt, le grand temple consacré aux Zeus olympiens avait été abandonné, aussitôt entrepris. Mes ouvriers se mirent à l'œuvre. Athènes connut de nouveau une activité joyeuse qu'elle n'avait pas goûtée depuis Périclès. J'achevais ce qu'un Séleucide avait vainement tenté de terminer. Je réparais sur place les rapines de notre Scylla. L'inspection des travaux nécessita des allées et venues quotidiennes dans un dédale de machines, de poulies savantes, de fûts à demi dressés et de blocs blancs négligemment empilés sous un ciel bleu. J'y retrouvai quelque chose de l'excitation des chantiers de construction navale, un bâtiment renfloué appareillé pour l'avenir. Le soir, l'architecture cédait à la place à la musique, cette construction invisible. J'ai plus ou moins pratiqué tous les arts, mais celui des sons est le seul où je me suis constamment exercé et où je me reconnais une certaine excellence. À Rome, je dissimulais ce goût. Je pouvais avec discrétion m'y livrer à Athènes. Les musiciens se rassemblaient dans la cour, plantée d'un cyprès au pied d'une statue d'Hermès. 6 ou 7 seulement. Un orchestre de flûtes et de lyres, auquel s'adjoignait parfois un virtuose armé d'un cithare. Je tenais le plus souvent la grande flûte traversière. Nous jouions des airs anciens presque oubliés et aussi des mélodies nouvelles, composées pour moi. J'aimais l'austérité virile des airs doriens, mais je ne détestais pas les mélodies voluptueuses ou passionnées, les brisures pathétiques ou savantes, que les gens graves, dont la vertu consiste à tout craindre, rejettent comme bouleversantes pour les sens ou le cœur. J'apercevais entre les cordes le profil de mon jeune compagnon, sagement occupé à tenir sa partie dans l'ensemble et ses doigts bougeant avec soin le long des fils tendus. Ce bel hiver fut riche en fréquentation amicale. L'opulent Atticus, dont la banque finançait mes travaux édélitaires, non sans d'ailleurs en tirer profit, m'invita dans ses jardins de Képhysia, où il avait entouré d'une cour d'improvisateurs et d'écrivains en vogue. Où il vivait, entouré d'une cour d'improvisateurs et d'écrivains en vogue. Son fils, le jeune Hérode, était un causeur, à la fois entraînant et subtil. Il devint le commensal indispensable de mes soupers d'Athènes. Il avait fort perdu cette timidité qui l'avait fait rester court en ma présence à l'époque où l'Éphébie me levait envoyé sur les frontières sarmates pour me féliciter de mon avènement, mais sa vanité croissante me semblait tout au plus un doux ridicule. Le rhéteur Polémon, le grand homme de la Odyssée qui rivalisait avec Hérode d'éloquence et surtout de richesse, m'enchanta par son style asiatique, ample et miroitant comme les flots d'un pactole. Cet habile assembleur de mots vivait comme il parlait, avec faste. Mais la rencontre la plus précieuse de toutes fut celle d'Arien de Nicomédie, mon meilleur ami. Plus jeune que moi, d'environ 12 ans, il avait déjà commencé cette belle carrière politique et militaire dans laquelle il continue de s'honorer et de servir. Son expérience des grandes affaires, sa connaissance des chevaux, des chiens, de tous les exercices du corps,
le mettait infiniment au-dessus des simples faiseurs de phrases. Dans sa jeunesse, il avait été la proie d'une de ces étranges passions de l'esprit, sans lesquelles il n'est peut-être pas de vraie sagesse ni de vraie grandeur. 2 ans de sa vie s'étaient écoulés à Nicopolis en Épire, dans la petite chambre froide et nue où agonisait Épictète. Il s'était donné pour tâche de recueillir et de transcrire mot pour mot les derniers propos du vieux philosophe malade. Cette période d'enthousiasme l'avait marqué. Il en gardait d'admirables disciplines morales, une espèce de candeur grave, et il pratiquait en secret des austérités dont ne se doutait personne. Mais le long apprentissage du devoir stoïque ne l'avait pas réduit dans une attitude de faux sage. Il était trop fin pour ne pas s'être aperçu qu'il en est des extrémités de la vertu comme de celles de l'amour, que leur mérite tient précisément à leur rareté, à leur caractère de chef-d'œuvre unique, de bel excès. L'intelligence sereine, l'honnêteté parfaite de Xénophon lui servaient désormais de modèle. Il écrivait l'histoire de son pays, la Béthinie. J'avais placé cette province longtemps fort mal administrée par des proconsuls sous ma juridiction personnelle. Il me conseilla dans mes plans de réforme. Ce lecteur assidu des dialogues socratiques n'ignorait rien des réserves d'héroïsme, de dévouement et parfois de sagesse dont la Grèce a su ennoblir la passion pour l'ami. Il traitait mon jeune favori avec une déférence tendre. Les 2 Bithyniens parlaient ce doux dialecte de l'Ionie, aux désinences presque homériques, que j'ai plus tard décidé à rien à employer dans ses œuvres. Athènes avait été, à cette époque, son philosophe de la vie frugale. Des monaques menaient dans une cabane du village de Cologne une existence exemplaire et gaie. Ce n'était pas Socrate, il n'en avait ni la subtilité ni l'ardeur, mais jamais sa bonhomie moqueuse. L'acteur comique Aristomène, qui interprétait avec veuve la vieille comédie d'Attique, fut un autre de ses amis au cœur simple. Je l'appelais ma perdie grecque. Court, gras, joyeux comme un enfant ou comme un oiseau, il était plus renseigné que personne sur les rites, la poésie, les recettes de cuisine d'autrefois. Il m'amusa et m'instruit en même temps. Antinous s'attacha vers ce temps-là le philosophe Chabrias, platonicien frotté d'orphisme, le plus innocent des hommes, qui voua à l'enfant une fidélité de chien de garde, plus tard reportée sur moi. 11 ans de vie de cour ne l'ont pas changé. C'est toujours le même être candide, dévot, chastement occupé de songes, aveugle aux intrigues et sourd aux rumeurs. Il m'ennuie parfois, mais je ne m'en séparerai qu'à ma mort. Mes rapports avec la philosophie stoïque Euphrátès furent de durée plus brève. Il s'était retiré à Athènes après d'éclatants succès à Rome. Je le pris comme lecteur, mais les souffrances que lui causait de longue date une abcès au foie et l'affaiblissement qui en résultait le persuadèrent que sa vie ne lui offrirait plus rien qui valût la peine de vivre. Il me demanda la permission de quitter mon service par le suicide. Je n'ai jamais été l'ennemi de la sortie volontaire. J'y avais pensé comme à une fin possible au moment de la crise qui précédait la mort de Trajan. Ce problème du suicide, qui m'a obsédé depuis, me semblait alors la solution facile. Euphrátès eut l'autorisation qu'il réclamait. Je la lui fis porter par mon jeune Bithynien, peut-être parce qu'il m'aurait plu à moi-même de recevoir des mains d'un tel messager cette réponse finale. Le philosophe se présenta au palais le soir même pour une causerie qui ne différait en rien des précédentes. Il se tut le lendemain. Nous reparlâmes plusieurs fois de cet incident. L'enfant en demeura assombré durant quelques jours. Ce bel être sensuel regardait la mort avec horreur. Je ne m'apercevais pas qu'il y pensait déjà. Beaucoup. Pour moi, je comprenais mal qu'on quittât volontairement un monde qui me paraissait beau, qu'on n'épuisât pas jusqu'au bout, en dépit de tous les maux, la dernière possibilité de pensée, de contact et même de regard. J'ai bien changé depuis. L'ASMR le plus moche du monde.
les dates se mélangent. Ma mémoire se compose une seule fresque où s'entassent les incidents et les voyages de plusieurs saisons. La barque, luxueusement aménagée du marchand Eratos d'Éphèse, tourna sa proue vers l'Orient, puis vers le sud, enfin vers cette Italie qui devenait pour moi l'Occident. Rhodes fut touchée 2 fois. Délos, aveuglante de blancheur, fut visitée d'abord par un matin d'avril et plus tard sous la pleine lune du solstice. Le mauvais temps sur la côte d'Épire me permit de prolonger une visite à Dodone. En Sicile, nous nous attardâmes quelques jours à Syracuse pour explorer le mystère des sources. Aréthuse, Cyanée, belle nymphe bleue. Je donnais une pensée à Licinius Sura, qui avait jadis consacré ses loisirs d'homme d'État à étudier les merveilles des eaux. J'avais entendu parler des irisations surprenantes de l'aurore sur la mer d'Ionie, contemplée du haut de l'Etna. Je décidai d'entreprendre l'ascension de la montagne. Nous passâmes de la région des vignes à celle de la lave, puis de la neige. L'enfant, aux jambes dansantes, courait sur ses pentes difficiles. Les savants qui m'accompagnaient montèrent à dos de mule. Un abri avait été construit au fait pour nous permettre d'y attendre l'aube. Elle vint. Une immense écharpe d'iris se déploya d'un horizon à l'autre. D'étranges feux brillèrent sur les glaces du sommet. L'aspect terrestre et marin s'ouvrit au regard jusqu'à l'Afrique visible et la Grèce devinée. Ce fut l'une des cimes de ma vie. Rien n'y manqua. Ni la frange dorée d'un nuage, ni les aigles, ni les chansons d'immortalité. Saisons alcyoniennes, solstice de mes jours. Loin de surfaire mon bonheur à distance, je dois lutter pour n'en pas affaiblir l'image. Son souvenir même est maintenant trop fort pour moi. Plus sincère que la plupart des hommes, j'avoue sans embâche les causes secrètes de cette félicité. Ce calme, si propice aux travaux et aux disciplines de l'esprit, me semble l'un des plus beaux effets de l'amour. Et je m'étonne que ces joies si précaires, si rarement parfaites au cours d'une vie humaine, sous quelques aspects d'ailleurs que nous les ayons cherchés ou reçus, soient considérées avec tant de méfiance par des prétendus sages, qu'ils en redoutent l'accoutumance et l'excès, au lieu d'en redouter le manque et la perte, qu'ils passent à tyranniser leurs sens un temps mieux employé à régler ou à embellir leurs âmes. À cette époque, je m'étais à affermir mon bonheur, à le goûter, à le juger aussi, cette attention constante que j'avais toujours donnée aux moindres détails de mes actes. Et quelle est la volupté elle-même sinon un moment d'attention passionnée du corps? Tout bonheur est un chef-d'œuvre. La moindre erreur la fausse, la moindre hésitation l'altère. La moindre lourdeur la départ, la moindre sottise la bêtise. Le mien n'est responsable en rien de celle de mes imprudences qui plus tard l'ont brisé. Tant que j'ai agi dans son sens, j'ai été sage. Je crois encore qu'il eût été possible à un homme plus sage que moi d'être heureux jusqu'à sa mort. C'est quelque temps plus tard, en Phrygie, sur les confins où la Grèce et l'Asie se mélangent, que j'eus de ce bonheur l'image la plus complète et la plus lucide. Nous campions dans un lieu désert et sauvage sur l'emplacement de la tombe d'Alcibiade, qui mourut là-bas, victime de machinations des satrapes. J'avais fait placer sur ce tombeau négligé depuis des siècles une statue en marbre de Paros, l'effigie de cet homme qui est l'un de ceux que la Grèce a le plus aimé. J'avais aussi donné l'ordre qu'on y célébrât chaque année certains rites commémoratifs. Les habitants du village voisin s'étaient joints aux gens de mon escorte pour la première de ces cérémonies. Un jeune taureau fut sacrifié. Une partie de la chair fut prélevée pour les festins du soir. Il y eut une course de chevaux improvisée dans la plaine, des danses auxquelles les Bithyniens prirent part avec une grâce fougueuse. Un peu plus tard, au bord du dernier feu, rejetant en arrière sa belle gorge robuste, il chanta. J'aime à m'étendre auprès des morts pour prendre ma mesure. Ce soir-là, je comparais ma vie à celle du grand jouisseur vieillissant qui tomba percé de flèches à cette place, défendu par une jeune jeunesse, par un jeune ami et pleuré par une courtisane d'Athènes. Ma jeunesse n'avait pas prétendu au prestige de celle d'Alcibiade. Ma diversité égalait ou surpassait la sienne. J'avais joui tout autant, réfléchi davantage, travaillé beaucoup plus. J'avais, comme lui,
L'étrange bonheur d'être aimé. Alcibiade a tout séduit, même l'histoire, et cependant, il a laissé derrière lui les monceaux de morts athéniens abandonnés dans les carrières de Syracuse, une patrie chancelante, les dieux des carrefours sottement mutilés par ses mains. J'avais gouverné un monde infiniment plus vaste que celui où l'Athénien avait vécu. J'y avais maintenant la paix, je l'avais gréé comme un beau navire appareillé pour un voyage qui durera des siècles. J'avais lutté de mon mieux pour favoriser le sens du divin dans l'homme, sans pourtant y sacrifier l'humain. Mon bonheur m'était un paiement. Ah, on a le sentiment que ces moments d'ivresse, il les a regrettés après. Il n'était plus assez concentré sur son pays. On commence à la page 182. Donc il reste une vingtaine de pages de cette lecture du soir. Comment vous vivez la lecture pour l'instant? Ça fait 1h30 qu'on a commencé. C'est clair. C'est clair, mais même encore une fois, comme un dieu d'ailleurs, il se comporte même dans ses échecs, puisqu'il dit qu'à trop se reposer sur ses lauriers et son bonheur, il a échoué, comme s'il devait avoir toujours les yeux rivés sur son pays et sur ses sujets en tant que dieu inégalé. Mais ouais, après ça reste un homme, hein. Faut pas oublier que à cette époque-là, il devait être tellement adulé que ça devait être difficile de pas prendre la grosse tête. Oh, je suis claquée. Alors, commençons. J'hésite à m'arrêter là, mais si je m'arrête maintenant, ça va tout décaler, la lecture et tout. C'est toujours le problème. Attendez, je vais calculer. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En vérité, ouais, c'est ce que j'allais dire, Camille. Je viens de calculer et même si je m'arrête là, j'aurai que 40 pages à lire par jour. Donc c'est au calme. Franchement, on va dire qu'aujourd'hui c'était ma journée. Déjà, j'ai commencé plus tard, je finis plus tôt. C'était pas ma journée pour streamer, il fallait que je rattrape mes heures de sommeil, je pense. Donc je vais m'arrêter ici pour ce soir. On se retrouve demain à la même heure. Non, à 20h50. On va quand même commencer plus tôt. Pour la suite de la lecture d'Adrien. C'est mieux parce que je sens que je vais altérer ma qualité de lecture. Et puis en vérité, j'ai vraiment besoin de dormir pour être efficace pour la suite. Merci quand même d'avoir été au rendez-vous ce soir. C'est super cool de continuer à me suivre dans la lecture. J'espère que ça vous plaît toujours autant, que vous aimez passer cette petite soirée avec moi. Merci Anne pour l'abonnement. Quoi? C'est pas Anne, c'est Chocolat Nani pour l'abonnement, mais merci à Anne d'être passée. Merci Dimal, merci Chocolat Nani, Baofin, les nouveaux qui sont passés faire un petit coucou, Louis Verne qui est toujours là tous les soirs, Dimal qui est passé un petit peu, 64 Lys, Camille toujours présente, toujours sur les fronts avec moi, ma queen. Merci à White du TED, je sais pas s'il est resté, mais bonsoir à toi aussi, merci d'être passé. Et merci Fadawara. Je t'ai même pas entendu ce soir, mais merci pour le petit passage. Il y avait une autre personne aussi qui est passée rapidement, j'ai oublié son pseudo. Comment elle s'appelait? Ah, je pense que je vais pas réussir. Il y a Ponx aussi qui était là ce soir. Ah, vous êtes si nombreux, franchement, ce soir c'est cool. Merci beaucoup d'être passé sur mon stream avec moi. Et puis on se retrouve demain finalement à la même heure. Enfin, à 20h50, un tout petit peu plus tôt. J'espère que ça te conviendra, Ponce, que tu pourras quand même passer. Et merci à toi, mon fidèle modérateur.
Voilà, Dinaël, voilà, j'oublie trop de gens. Dimal, c'était Dimal. J'oublie trop de gens ce soir. Il y a vraiment quelqu'un, j'arrive plus à me souvenir. Bon, je peux pas toujours dire les pseudos. Si, je peux encore me permettre de dire les pseudos de tout le monde, comme on a encore une petite commu. Il y avait Salombo aussi. Salombo. Je retrouve pas. Bon, tant pis. En tout cas, merci à tous d'être passés. Et puis on se dit à demain, tout simplement. On se dit à demain. Bon courage pour ceux qui bossent demain. Bon courage pour ceux qui sont en études demain d'ailleurs. Parce que je sais, force à vous aussi. C'est pas facile la rentrée, c'est pas facile de reprendre ses bonnes habitudes. De se remettre dans des exigences de productivité tout le temps. Et voilà, c'est le premier mois, mais ça va aller. On va se retrouver demain soir pour un petit moment chill. Faites-vous confiance, ce mois-ci ça va être votre année. Pour ceux qui passent le bac cette année, on sera là ensemble, tous ensemble pour vous accompagner. J'embrasse aussi les futures personnes de la rediffusion. Et on se dit à demain. Ciao.